on va avoir une baisse de pression artérielle trop importante, un ralentissement de la fréquence cardiaque trop important, ce qui fait que le cerveau est moins bien irrigué et que ça conduit à ce malaise. Le malaise vagal présentant comme symptômes un voile noir devant les yeux, des bouffées de chaleur, des bourdonnements d'oreilles, une sensation de fatigue et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour et bienvenue pour une nouvelle matinée santé. Je reçois aujourd'hui le docteur Mathieu Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Alors je rappelle que vous êtes cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL, mais que vous êtes également formé à la médecine subaquatique et hyperbare. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout ce qui concerne la plongée loisir, mais aussi la plongée professionnelle. Et dans la plongée professionnelle, il y a ce qu'on appelle la plongée en air sec. D'accord. Qui est donc la mise en situation dans des zones où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Par exemple, dans les tunneliers qui creusent le métro du Grand Paris en ce moment. Le milieu est dit hyperbare, c'est-à-dire qu'on est à des pressions qui sont supérieures à la pression l'on a sur les épaules quand on se balade dans la rue. D'accord. Et quelles répercussions sur notre cœur, par exemple ? Sur notre cœur, il y en a quand on se retrouve dans des environnements hyperbares. Il n'y en a pas tellement parce que le corps s'habitue assez facilement. Le problème, c'est les fameux accidents de décompression que l'on peut avoir tant au niveau professionnel en milieu sec qu'en plongée loisir, où là on peut avoir la formation de bulles d'azote dans les tissus ou dans le sang. Et ces bulles d'azote, quand elles sont dans le sang, elles viennent boucher des artères et ça entraîne des problèmes. Alors on va beaucoup parler de respiration aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Alors on a aussi beaucoup parlé dans l'actualité hier du malaise vagal de Jonathan Daval. Qu'est-ce que c'est qu'un malaise vagal et qu'est-ce qui le provoque ? Alors, qu'est-ce qu'un malaise vagal ? On va commencer par quelques rappels de physiologie. On a deux systèmes nerveux. Un système nerveux volontaire, qui est celui qui me permet de vous parler, d'attraper un objet. Et on a le système nerveux autonome, qui va gérer l'ensemble de notre physiologie corporelle. Ce système nerveux autonome, donc on n'a pas à y penser, c'est lui qui va réguler la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la digestion, etc. Ce système nerveux autonome est divisé lui-même en deux systèmes. L'un qu'on appelle sympathique ou orthosympathique, et l'autre qu'on appelle parasympathique. Et ces deux systèmes sont en opposition. L'un va accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle, c'est le système sympathique, celui qui est stimulé en cas de stress, en cas d'agression, où l'organisme va puiser dans ses réserves énergétiques pour soit fuir, soit combattre. D'accord, si on a des palpitations, c'est ce système-là, par exemple, qui réagit ou pas ? Ça peut être celui-là et ça peut être l'autre. Ah bon, d'accord, donc mauvais exemple alors. Bon, en cas de stress, c'est le système nerveux sympathique. Voilà, ouais. Et qui n'a sympathique que le nom. Et l'opposé, c'est le parasympathique, qui va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque, une diminution de la pression artérielle qui va relancer la digestion. C'est le système du zen en fait. Quand on est bien, on n'est pas menacé, donc on peut digérer tranquillement. Et quand ce système est sursollicité, on va avoir une baisse de pression artérielle trop importante, un ralentissement de la fréquence cardiaque trop important, ce qui fait que le cerveau est moins bien irrigué et que ça conduit à ce malaise. Le malaise vagal présentant comme symptômes un voile noir devant les yeux, par exemple, des bouffées de chaleur, des bourdonnements d'oreilles, une sensation de fatigue, et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. C'est ce qu'on appelait avant la syncope, non ? Alors, la syncope, c'est la perte de connaissance. Après, il peut y avoir plusieurs origines. Le terme syncope est utilisé quand c'est vraiment une origine cardiaque et c'est quelque chose de très brutal. La syncope, vous êtes debout, une demi-seconde plus tard, vous êtes face contre terre sans avoir pu vous protéger. On les reconnaît, les patients qui ont syncopé, parce que quand on fait la visite à l'hôpital, ils ont en général un œil au beurre noir, une dent cassée. On le sent vraiment pas venir et on n'a pas le réflexe de mettre les mains. Le malaise vagal, même s'il est très désagréable, très impressionnant pour la personne qui le vit et très impressionnant pour les témoins, on le sent toujours venir. Donc en général, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes avant, il y a des signes avant-coureurs. On se sent pas bien, on se sent partir et donc on a le temps de se protéger au moins. On peut aller jusqu'à la perte de connaissance, mais ce sera pas quelque chose d'aussi brutal que la syncope. Et qu'est-ce qu'on fait justement si on le voit arriver ? Alors il y a deux solutions. La première, c'est de stimuler le système sympathique, donc il va falloir s'agiter, bouger les bras, etc. Mais c'est assez peu efficace.
Donc la chose la plus simple, c'est de s'allonger. Si on peut, de s'allonger par terre, c'est pas toujours facile quand c'est au milieu de la rue ou au milieu d'un tribunal, et de surélever les jambes. Vous posez les jambes sur un canapé, une chaise, de façon à ce que le sang contenu dans les jambes redescende vers le cerveau, et donc que la pression au niveau du cerveau augmente, que le cerveau soit mieux irrigué et que les symptômes du malaise vagal soient diminués. C'est une baisse de tension ? C'est un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de pression artérielle. Ouais, c'est quoi ? C'est l'hypotension par opposition à l'hypertension. Mais est-ce que c'est aussi grave pour le système cardiovasculaire que l'hypertension ? Non, ou pas du tout grave. C'est pas du tout grave, c'est juste gênant en fait. C'est gênant parce que c'est pas très agréable. Alors vous me demandiez qu'est-ce qui induit ces malaises vagaux ? Ce sont surtout des situations. Quand on est dans un endroit confiné avec beaucoup de monde, type la ligne 13 aux heures de pointe, où là on est tous écrasés, ça favorise la survenue d'un malaise vagal. Une douleur violente aussi. Parfois quand on a très très mal brutalement, on a une petite sensation vertigineuse, on est patraque. Ce sont des signes vagaux. La faim et le stress. D'accord. Et qu'est-ce qui fait remonter la tension là quand on a une baisse de tension comme ça ? Qu'est-ce qui peut la faire remonter ? S'allonger et surélever les jambes. Il n'y a pas manger un aliment sucré. Pas pour la tension, non. Après, on sait que le réglisse a tendance à augmenter la pression artérielle, mais c'est sur une consommation à long terme. C'est pour ça qu'on le déconseille aux gens hypertendus. Exactement. Ce qui nous permet de parler on va parler de cohérence cardiaque, mais de parler de ce qu'on appelle le nerf vague. Qu'est-ce qu'on appelle ce nerf vague ? Alors, il faut savoir que la quasi-totalité de nos nerfs naissent de la moelle épinière, donc naissent de la colonne vertébrale. On a 12 paires de nerfs qui naissent directement du cerveau, ou de ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui sont dans le crâne. Et le nerf vague est l'un de ces 12 nerfs. Et on l'appelle vague parce que les anatomistes, quand ils l'ont trouvé et l'ont décrit, ont constaté qu'il y avait plein de ramifications. C'est le nerf le plus long de l'organisme, puisqu'il naît directement du cerveau et il vient innerver l'ensemble de nos organes, en fait. Il a des ramifications qui le conduisent au cœur, aux poumons, au pancréas, au tube digestif, aux intestins, à la vessie. Et c'est une voie de communication finalement. Exactement. Ouais. C'est à travers ce nerf que nos organes communiquent avec notre cerveau. Et ce nerf non seulement envoie des informations, mais il en reçoit aussi. Et ce sont des informations motrices, puisque c'est lui qui va déclencher ce qu'on appelle le péristaltisme, qui est la contraction intestinale qui favorise la digestion. Mais il va envoyer et recevoir aussi des informations sensorielles. Quand on a une sensation de ballonnement intestinal, c'est via le nerf vague qu'on perçoit cette information. Donc il y a des informations sensitives, motrices, sensorielles. Donc c'est un nerf qui est complet, qui est très diffus et qui a des capacités de relaxation de notre organisme qui sont redoutables. Et est-ce qu'on peut le stimuler ? Oui, on peut ce nerf vague. On peut le stimuler de différentes façons. On peut le stimuler en chantant, parce que c'est aussi, il a des ramifications qui viennent innerver nos cordes vocales. Donc le chant permet de le stimuler. Le froid permet de le stimuler. En fait, au départ, on a une réaction du système sympathique quand on est exposé au froid, et très rapidement, c'est le système parasympathique qui est sollicité. Donc, l'une des façons de le solliciter, c'est de boire un grand verre d'eau froide. On peut le solliciter par le rire, par le yoga, la méditation pleine conscience et par la respiration. Je vous disais que le système nerveux autonome, donc qui se subdivise en système sympathique et parasympathique, comme son nom l'indique, il est autonome, il est totalement inconscient. Et en fait, l'unique paramètre qui soit sous la dépendance des deux systèmes, c'est-à-dire le volontaire et l'autonome, c'est la respiration. Quand vous dormez, vous ne pensez pas à respirer, c'est automatique. En revanche, quand vous êtes réveillé, si vous voulez bloquer votre respiration pendant quelques secondes, vous allez pouvoir le faire volontairement. Et si vous voulez accélérer votre rythme respiratoire, vous allez pouvoir le faire aussi. Vous la contrôlez volontairement. Et donc, via ce paramètre, qui est donc sous la dépendance du système nerveux volontaire et autonome, on va pouvoir stimuler ce nerf vague.
Alors, on peut chanter, hein, si vous voulez aussi, sans vouloir halter, vous chantez. Je sais pas si les voisins seront contents, mais ça stimule le nerf. Respirer, c'est une fonction spontanée, et pourtant, il y a cette idée que beaucoup de gens ne savent pas respirer. C'est pas une idée, oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, il faudrait apprendre à bien respirer? Non, il faudrait réapprendre à bien respirer. Prenez un bébé, le bébé respire normalement, c'est-à-dire que c'est une respiration abdominale, ventrale. Les bébés ont un gros ventre en général et ils respirent par ce ventre. Et quand on est stressé, on ne respire plus par le ventre, on respire surtout par la cage thoracique. Car on respire pas par les narines. On respire par les narines, mais on a un phénomène d'aspiration qui vient soit du ventre, soit de la cage thoracique. Et la respiration normale, c'est le diaphragme qui s'abaisse. Donc en s'abaissant, il vient pousser les organes digestifs qui vont sortir. Donc le ventre se gonfle vers l'extérieur quand on inspire, et quand on expire, normalement on doit rentrer le ventre, le nombril doit presque se coller à la colonne vertébrale. Et on peut perdre beaucoup de poids d'ailleurs rien qu'en apprenant à respirer. Ça, c'est exactement. Un truc que les gens savent pas, hein. Et pour tous les auditeurs musclés qui nous écoutent, en fait, la meilleure façon de gainer ses abdominaux, outre la planche, c'est la respiration ventrale. Et tout ce qui est relevé de buste, crunch, c'est très délétère parce que ça va favoriser en fait ce qu'on appelle la hernie ombilicale. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la pression intra-abdominale qui vient pousser sur les muscles grands droits de l'abdomen qui peuvent s'écarter, et on va avoir le nombril qui sort. Donc bien respirer, c'est presque plus efficace que de faire des abdos et des crunchs. C'est ça. Pour avoir des bons abdos. Quel est le rôle de la respiration aujourd'hui? Ça sert à quoi de respirer? Alors la respiration, elle apporte l'oxygène qui est nécessaire au fonctionnement de notre organisme. Les deux principales sources d'énergie sont le glucose et l'oxygène qui rentrent dans différents cycles chimiques pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est le principal rôle de la respiration, apporter de l'oxygène et évacuer le dioxyde de carbone, qui est le produit de dégradation de l'oxygène quand celui-ci est consommé. On respire de façon égale par les deux narines ou pas? Alors, elle est peut-être bête, hein, ma question, mais... Non, elle n'est pas du tout bête, parce qu'il y a une alternance. Alors, sauf chez les personnes qui ont une déviation de la cloison nasale, mais en fait, quand on respire, on va respirer principalement pendant quelques minutes par une narine, et puis on a un changement de cycle, et c'est l'autre narine qui va inspirer davantage. Mais on a une narine dominante ou pas? Non, je crois pas. Non. Et alors, si on respire par la narine droite ou gauche, l'air va d'un autre côté. Non, ça change. Après, on a un seul et unique tuyau qui va se diviser, donc la trachée qui va se diviser en deux bronches. Et donc elles vont être alimentées de la même façon. Les recherches se préoccupent assez peu de la respiration finalement. Pourquoi? Alors, parce que la respiration, tout le monde est capable de le faire, donc aucun laboratoire n'a intérêt à vous faire bien respirer. Mais par exemple, quand on voit les travaux notamment de Iceman, l'homme de glace, qui grâce à c'est un procédé de respiration finalement qu'il arrive à aller dans le froid. Est-ce que finalement aujourd'hui la science arrive à expliquer pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne? Alors, ce fameux Iceman est le sujet d'études de 12 laboratoires à travers le monde maintenant, donc sa méthode commence à... Mais est-ce qu'ils arrivent à expliquer comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, visiblement, il n'y a toujours pas d'explication de voir comment il arrive, lui, à aller dans des zones de froid aussi intenses. Alors, il y a l'entraînement. Et puis il y a une grosse part de méditation. J'ai vu un reportage sur une nageuse russe qui a plongé nue en Russie, donc avec des belugas dans une eau à moins 1,5 degré. Donc elle n'est pas gelée puisque c'est de l'eau salée. La température où l'eau glace, quand elle est salée, est inférieure à 0 degré. Et donc elle a fait de magnifiques photos avec ses belugas. Et c'est une apnéiste de formation, donc elle a d'une part l'habitude de plonger en apnée, et d'autre part elle fait beaucoup de méditation. Et puis c'est une Russe, donc elle est plus habituée que nous au froid polaire. Et on sait que c'est bon pour la santé, mais on sait toujours pas pourquoi. Parce que ça stimule le nerf vague.